Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la section 8.5. Nous allons parler du théorème de Green. Le théorème de Green, c'est vraiment un outil mathématique pour nous, un résultat pour nous qui va nous permettre de calculer des intégrales curvilignes dans un champ de vecteurs, pas force, pour des courbes qui sont fermées. Donc, implicitement, ici, si on s'intéresse à une intégrale curviligne sur des courbes qui sont fermées, les champs de force, les champs de vecteurs qui nous intéressent, vont être des champs de vecteurs qui sont non conservatifs. Parce que s'ils sont conservatifs, si tu calcules une intégrale curviligne sur une courbe fermée, lorsque le champ de force est conservatif, ben ça va toujours te donner 0 par le dernier résultat de la section précédente. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, l'exemple 8.5.1, on commence avec un champ de vecteur f qui est donné par 6 plus x au carré i plus 1 moins 2xyj. Donc, en passant ce champ de vecteur-là, on va faire ça en remarque là, sur le côté. Ce champ de vecteur-là, il n'est pas conservatif. Donc, si p est égal à 6 plus x au carré, lorsque je vais calculer la dérivée partielle de p par rapport à y, je vais avoir 0. Si q est égal à 1 moins 2xy, mais la dérivée partielle de q par rapport à x, puisque la dérivée partielle de x c'est 1, c'est juste moins 2y. Bien sûr, lorsqu'on compare ces deux fonctions-là, pq et qx sont pas égales. Donc, on peut conclure que le champ de vecteur f n'est pas conservatif. Donc ça, c'est un réflexe. Dès qu'on te donne un champ de vecteur, là, tu checks si le champ de vecteur il est conservatif ou non, parce que ça change la solution de votre calcul, de votre intégrale curviligne. Donc c'est très important. Donc, notre intégrale curviligne, ça va être sur le chemin C qui va être décomposée en deux courbes, la courbe C1 et la courbe C2, où ce que C1, c'est la courbe qui suit dans le sens anti-horaire le demi-cercle de rayon 1 dans les cadrans 1 et 2. Et C2, c'est la ligne qui lie les points entre les points. Oh boy, un petit peu de typo ici. Moins 1, 0 et 1, 0. Donc, c'est le maudit typo, là. Here we go. Les points moins 1, 0 et 1, 0. Don't drink and make notes. Alright. Donc, on va commencer par dessiner nos chemins, juste pour bien visualiser nos trucs, puis ensuite construire logiquement de quoi qu'on parle. Donc, voilà mon axe des X, l'axe des Y. Disons que ça, c'est 1, moins 1 et 1. Donc, notre première courbe, C1, c'est le demi-cercle de rayon 1 qui part dans le cadran 1. Donc ici, ça part dans le cadran 1, je tourne dans le sens anti-horaire jusque dans le cadran 2. Donc voilà mon demi-cercle qui tourne dans le sens anti-horaire. Donc ça va être la courbe C1. Puis ensuite, notre deuxième courbe part du point moins 1, 0, puis va se rendre jusqu'au point 1, 0. Donc pour simplement compléter le demi-cercle. Donc une chose à remarquer, c'est important, la courbe C1, donc la courbe C1 va être suivi de la courbe C2, puis les deux ensemble font en sorte que la courbe C, c'est une courbe qui est fermée. Peut-être l'écrire juste pour être sûr là, que vous le voyez. Là. Donc, remarque la courbe C qui est C1 plus C2. Donc, quand on écrit C1 plus C2, ça veut simplement dire on commence à C1, ensuite on fait C2. Donc, les deux courbes ensemble, quand on fait l'union de ces deux courbes-là, ça nous donne une courbe qui est fermée. Puis bien sûr, je le rappelle, c'est important puisque le champ de vecteur, si le champ de vecteur était conservatif, si tu calcules l'intégrale curviligne le long d'une courbe qui est fermée par le théorème fondamental des intégrales curvilignes, ça va toujours donner 0. Donc, créons nos équations pour nos courbes. Je vais faire les deux équations tout de suite. Donc, pour R1, donc R1, ça suit un demi-cercle dans le cadran 1. Et cadran 2, donc je vais utiliser, puis c'est un cercle de rayon 1, donc la formule pour la courbe-là, ça va être cos de t sin t, cercle de rayon 1, où ce que t va partir de 0, puis va finir à pi.
Puis c'est un réflexe de base, dès qu'on a une courbe R1 ou R en général, on calcule sa dérivée, on sait qu'on va l'utiliser un moment donné anyways, donc R1', lorsqu'on dérive, ça va donner dérivée de cos, c'est moins sin, la dérivée de sin, c'est cos, les paramètres vont être les mêmes, donc t va être entre 0 et pi. Donc ça c'est pour la première courbe. Pour la deuxième courbe, je mettais une petite différence entre les deux. Pour la deuxième courbe, disons R2. Donc, c'est une courbe entre deux points. Le premier point, donc c'est 1 moins t fois le premier point, qui est le point moins 1, 0, plus t fois le deuxième point, qui est le point 1, 0. Puis ici, lorsqu'on crée une courbe entre deux points, le t est toujours entre 0 et 1. Donc, si on simplifie, je vais avoir moins t fois moins 1 qui va donner plus t, donc je vais avoir 2t moins 1, virgule 0. Donc, le 1 moins t fois 0 va donner 0 plus t fois 0. Donc là, ma courbe R2. Puis comme tantôt, dès que j'ai ma courbe de calculer, c'est aussi bien de calculer sa dérivée. Donc R', R2' de t. Donc la dérivée de 2t, c'est 2. La dérivée de 0, c'est 0. Donc je vous rappelle, là, pour les deux courbes, le t est paramétré entre 0 et 1. Donc là, mes équations de mes deux courbes. Donc la première courbe, R1t est égal à cos t sin t pour t entre 0 et pi. J'utilise simplement les idées des sections précédentes pour suivre un cercle. Puis l'autre, ma courbe entre deux points, R2t qui est égal à 2t moins 1, 0. Puis j'ai calculé les dérivées tant qu'à être là. Donc on va commencer avec l'intégrale curviligne le long de C1. Donc, on s'intéresse à l'intégrale curviligne sur la courbe 1 du champ vectoriel f. Donc, puisque R1 est paramétré avec t entre 0 et pi, donc je vais avoir l'intégrale entre 0 et pi de f, où la première coordonnée c'est 6 plus x au carré. Le x dans la courbe R1 c'est cos, donc je vais avoir cos au carré de t. La deuxième coordonnée c'est 1 moins 2xy, donc je vais avoir 1 moins 2x, où ce que x, donc 1 moins 2x, où ce que x, c'est cos t, puis y, c'est sin t. Produit scalaire avec la dérivée de R1, donc R1', donc on avait calculé que c'était moins sin t, cos t dt. Donc, pour que ce soit clair, là, mon x dans R1, c'est cos de t. J'avais 6 plus x au carré, moins 2x. Donc, si je vois mes cos t, là, qui vient de mon R1. Puis mon y, c'est sin t. Donc, je peux voir là, la première coordonnée, 6 plus x au carré, j'avais pas d'y, 1 moins 2x, y, donc ça explique le sin t qui est ici. Alright. Puis la partie d'après, le sin t cos t, c'est bien sûr juste la partie R1'. Donc, je vais écrire l'équation. Maintenant, on fait notre produit scalaire. Donc, ça va me donner l'intégrale entre 0 et pi. Donc, si je multiplie par moins sin t, je vais avoir moins 6 sin t moins sin t cos carré t plus 1 fois cos qui va me donner cos moins 2 cos fois cos qui va me donner cos carré t sin t. Donc ça, c'est juste développer le produit scalaire. On peut regrouper des termes. Ici, là, je vois que le moins sin t cos carré puis le moins 2 cos carré sin t, c'est deux termes semblables, donc je peux les mettre ensemble.
Donc, cette intégrale-là va devenir l'intégrale entre 0 et pi de moins 6 sin t. Donc, le moins sin cos carré moins 2 cos carré sin t. Donc, je n'ai 3 en tout. Là. Donc, moins 3 sin t cos carré t plus cos t dt. Donc, j'intègre, j'ai deux termes de base. Le moins 6t, c'est un truc de base. Ça va devenir moins 6 cos. 6 cos, puis le cos de t va devenir sin t. Pour le terme du milieu, j'ai besoin de faire par partie. Je vais pas faire tous les détails, mais si je prends u comme étant cos de t, bien le du, c'est moins sin de t dt. Donc, l'intégrale de moins 3 sin t cos carré t, bien ça va être simplement u à la 3, donc où ce que u est égal à cos t. Donc, tout ça pour dire que mon intégrale, lorsque je l'évalue, donc le moins 6 sin de t va devenir 6 cos de t. Le terme du milieu va devenir plus cos cube de t. Puis le cos t va devenir moins plus sin de t. Entre 0 et pi. Donc, je peux toujours vérifier la dérivée de 6 cos t, ça va bien me donner moins 6 sin t, le cos cube de t, le 3 va tomber en avant, on va avoir 3 cos au carré de t, fois le dérivée intérieur qui est moins sin, donc ça va bien me donner le deuxième terme, puis la dérivée de sin, c'est bien cos, donc je sais que j'ai bien intégré. Donc, si maintenant j'évalue à la borne supérieure moins la borne inférieure, donc si je l'évalue à pi, donc je vais avoir 6 cos, c'est laid ça, 6 cos de pi plus cos cube de pi plus sin de pi qui est 0 en passant. Puis à 0, je vais avoir, ici je peux pas juste avoir 0, cos de 0 c'est 1, donc moins, ouvre la parenthèse, 6 cos de 0 plus cos cube de 0. Oh, je vais pas la même place ici, là. Plus sin de 0. Lui, il est 0, exemple. Donc, cos de pi, c'est moins 1. Cos de 0, c'est 1. Donc, je vais avoir moins 6. Moins 1 à la 3, c'est moins 1. Sin de 0, c'est 0. Cos de 0, c'est 0. Donc, je vais avoir moins 6. Cos cube de 0, c'est 1. Mais j'ai un moins en avant. Donc, on va donner moins 1. Plus sin de 0 qui est 0. Donc, ça doit être moins 0. Parce que c'est pas d'importance. Donc, moins 0. Donc, qui va me donner moins 14. Donc, ça, c'est mon intégrale curviligne dans mon champ de vecteurs 6 plus x au carré et 1 moins 2xy le long du demi-cercle qui part au point 1, 0, qui tourne dans le sens horaire, anti-horaire, jusque dans le cadran 2 au point moins 1, 0. Donc, pour la deuxième courbe, donc pour C2, donc je vais calculer l'intégrale le long du chemin C2, F dr2. Donc, ça va être l'intégrale entre 0 et 1. Donc, mon t ici est paramétré sur l'intervalle 0, 1. Mon F, c'est 6 plus x au carré, donc plus x. Le x pour R2, c'est 2t moins 1 au carré. Donc ça va être ma première coordonnée. Ma deuxième coordonnée, c'est 1 moins 2x. Donc le x qui est encore 2t moins 1 fois y. Parce que le y, c'est simplement 0. Puis je vais faire le produit scalaire avec R'. Donc R' qui est juste 2 0 dt. Donc, je fais mon produit scalaire. Donc, cette intégrale-là va devenir l'intégrale entre 0 et 1. Donc, c'est avec mon deuxième 0, là, je sais que ça va beaucoup simplifier les trucs. Donc, je vais juste multiplier la première coordonnée par 2. Donc, je vais avoir 12. 6 fois 2 qui est 12. Fois le 2 plus 1
au carré. Donc, je vais juste mettre le 2 en avant pour tout de suite. Donc, plus 2, 4, t carré, 2t moins 1, qui va devenir moins 2 fois 2, il va donner moins 4t, plus 1 dt. Si je simplifie un peu, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 1 de 12, plus, si je multiplie par 2 à l'intérieur, je vais avoir 8t carré moins 8t plus 2. dt. Puis finalement, si je mets les constantes ensemble, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 1 de 8t carré moins 8t plus 14 dt. Donc j'intègre 8t carré va devenir 8t cube sur 3. Moins 8t va devenir moins 8t carré sur 2 ou 4t carré. Puis 14 va simplement devenir 14t entre 0 et 1. Bien sûr, à 0, c'est 0. Donc j'ai juste besoin d'évaluer à 1. Donc j'ai 8 tiers moins 4 plus 14. Moins 4 plus 14, c'est 10 plus 8 tiers. 10 qui est 30 tiers plus 8 tiers qui est 38 tiers. Donc le long de la deuxième courbe, donc la courbe qui est la ligne qui lie le point moins 0 à 1, 0, l'intégrale curviligne dans f est 38 sur 3. Donc en conclusion, donc si je veux l'intégrale maintenant sur la courbe au complet de f, j'ai simplement besoin d'additionner mes deux intégrales curvilignes, donc celle que je viens de calculer sur C1, plus celle que je viens de calculer ensuite sur C2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, donc la première, c'était égal à moins 14. La deuxième, c'était 38 tiers. Donc, moins 14, c'est moins 42 sur 3, plus 38 tiers, qui se simplifie à moins 4 tiers. Donc, simplement en additionnant deux résultats, on a que l'intégrale curviligne sur C, pour f qui est égal à 1, 6 plus x au carré, i, et 1 moins 2xyj, c'est moins 4 tiers. Donc ici, je vous rappelle que notre courbe C au complet, donc la courbe C au complet, donc l'intégrale curviligne là, qui nous intéresse, la courbe C, c'est sur un chemin qui est fermé, mais la valeur de la fin, c'est pas 0, c'est moins 4 tiers. Okay? Le champ de vecteur, il est pas conservatif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'exemple 8.5.1, mais avec le théorème de Green. Donc, on a un champ de force, un champ de vecteur, okay, qui est non conservatif, le long d'une courbe qui est fermée. Et puis ici, qu'est-ce qui est important? C'est que la courbe, pour pouvoir utiliser le théorème de Green, est dans le sens anti-horaire. Si on a une courbe fermée dans le sens horaire, on fait juste tout multiplier par moins 1, peut-être juste écrire ça en remarque, là. Donc, remarque, si on a le sens horaire, tu fais juste tout multiplier par moins 1. Okay. Mais normalement, là, dans un test, là, les courbes qu'on va vous donner vont être dans le sens anti-horaire. Je ne vais pas essayer de vous fourrer là, avec des mauvaises directions. Donc, c'est quoi le théorème de Green? Donc, le théorème de Green, on commence avec un champ vecteur, f qui est donné par PQ, et une courbe qui est fermée, orientée dans le sens anti-horaire. Comme je vous rappelle, si c'était dans le sens horaire, on fait juste tout multiplier par moins 1 à la fin. Donc, C, c'est donné par la fonction RT qui est égale à XY, où ce que T est paramétré, où ce que la courbe est paramétrée par T entre A et B. Donc, soit la région D, qui est la région délimitée par la courbe C. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être le dessiner, là. Donc, si on a une courbe dans le plan C, mais la région D, bon, je vais la mettre en rouge, mais la région D, c'est vraiment la région qui est à l'intérieur. Donc, C ici,
Bien sûr, sa direction n'a pas vraiment d'importance, mais juste pour être précis avec le théorème. Donc, j'ai une courbe qui va dans le sens anti-horaire. Donc, la région intérieure, c'est donné, on va l'appeler D. Donc, le théorème, l'énoncé, c'est que si vous cherchez à calculer l'intégrale curviligne dans F le long de la courbe C qui est fermée, mais vous pouvez transformer cette intégrale curviligne-là en une intégrale double sur la région D, où ce que la fonction intégrée, c'est Q de X moins P de Y sur la région DA. Donc ici, QX moins PY, je vous rappelle, c'est normalement ce qu'on calcule pour checker si le champ de force est conservatif, le champ de vecteur, conservatif, puis bien sûr, si QX est égal à PY, mais cette différence-là va être 0, puis l'intégrale va juste être 0 en général. Donc bien sûr, le théorème de Green s'applique aussi si le champ de vecteur est conservatif, mais on s'en fout un peu. Okay? Donc on sait déjà que c'est 0 pour d'autres raisons. Juste un peu de notation. Donc, si vous avez un champ de vecteur F et une courbe fermée, lorsqu'on fait l'intégrale curviligne, souvent ce qu'on rajoute là, dans la notation, c'est le petit cercle autour de l'intégrale. Mais moi, je veux plus ou moins l'utiliser dans mes notes de cours ou dans mes énoncés, mais c'est plus pour vous si vous calculez des intégrales curvilignes sur des courbes qui sont fermées, puis vous êtes en ligne, vous avez d'autres ressources, mais ça se peut que vous voyez le petit cercle là, dans la notation lorsqu'il calcule les intégrales curvilignes. Donc, on va recalculer l'exemple 8.5.1, mais avec le théorème de Green. Donc, première chose, on sait que P est égal à 6 plus X au carré. Donc, lorsque je calcule PY, j'obtiens 0. Si Q est 1 moins 2XY, je sais que QX, c'est égal à moins 2Y. On l'a déjà calculé tantôt. Je vous rappelle, là, PY et QX, c'est les deux premières choses qu'on calcule pour vérifier si le champ de vecteur est conservatif. Ces deux trucs-là sont pas égaux, mais je n'ai besoin dans mon théorème de Green. Maintenant, si je redessine ma courbe pour bien définir mon D, donc ma courbe C, donc si j'ai mes axes XY, j'ai mon demi-cercle qui partait à 1, 0, dans le premier cadran, puis dans le deuxième, jusqu'au point moins 1, 0, puis ensuite je revenais au point 1, 1. Donc ça, c'était ma courbe C au complet. Donc je ne vais pas la décomposer en deux, j'ai juste besoin de la voir comme étant une seule courbe. Donc la région D, qui se ferme par C, c'est le demi-cercle de rayon 1, puis bien sûr un demi-cercle par ce point-ci. C'est pour ça que c'est une question qui est importante si je veux vous tester sur les intégrales double polaire. Voilà un exemple parfait pour ça. Donc, si j'ai à décrire D comme région polaire, mais je sais que mon R va être entre 1 et 0, puis mon θ va être entre 0 et pi. Donc ça va décrire ma région D. Donc, par le théorème de Green, je sais que mon intégrale curviligne sur ma courbe C, ma courbe fermée C, dans mon champ de vecteur F, va être donnée par l'intégrale double. Donc, je sais que je vais y aller en coordonnées polaires. Donc, l'intégrale double entre 0 et pi, si je commence avec θ, entre 0 et 1 pour R. Donc, de la fonction QX, qui est moins 2y, que je vais changer en polaire dans une seconde, moins PY, qui est 0, fois dA, puis bien sûr A va être R, dR, dθ. Donc on sait que Y est égal à, en coordonnées polaires, est égal à 2 sin θ, donc genre moins 2, 2R, genre moins 2R sin θ, donc moins 2R sin θ, moins 0 que j'ai besoin de réécrire, R, dR, dθ. Donc, cette intégrale-là, je peux la séparer. Donc, si je commence avec θ, je vais avoir 0 à pi. Le sin θ dθ, je vais même apporter le moins avec. Donc, je vais avoir moins sin θ dθ. Pourquoi je prends le moins? Je sais que l'intégrale de moins sin, c'est cos, donc ça va être clean. Fois l'intégrale entre 0 et 1 de 2r au carré dr. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de moins sin, c'est cos.
cos θ entre pi et 0. Puis l'intégrale de 2r au carré, ben, ça va être 2r cube sur 3 en 0 et 1. Donc, si j'évalue cos θ à pi, je vais avoir cos pi. Malheureusement, cos de 0, c'est pas 0, c'est 1. Donc, moins cos de 0 qui est 1 fois 2r cube sur 3 à 1, ça va être 2 fois 1 à la 3 fois 1 à la 3 sur 3 moins 0. Je vais rendre l'écrit là. Donc, cos de pi, c'est moins 1. Donc, j'ai moins 1 qui va être moins 2 fois 2 tiers. Donc, il va me donner moins 2 fois 2 tiers qui va me redonner le fameux moins 4 sur 3. Donc, vraiment, cet exemple-là, là, extrêmement important de refaire l'exemple 8.5.1. Hein? Donc, vraiment, là, en remarque, là, je vais l'écrire, là, c'est important de faire du... Donc, remarque, là, donc vraiment comparer 8.5.1 versus... OK, qu'est-ce qu'on vient de calculer? Où est-ce qu'on est à 8.5.4? And then pick your poison. Puis, je sais pas pour vous, mais la deuxième manière, là, beaucoup... Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire, là, avec le théorème de Green, 8.5.4, là? We have a winner. OK, donc, mettez du jaune là-dessus, là, this is the way. OK, this is the way. OK, bye. Donc, ça termine la section, 8.4, 8.5. OK. Bye. 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 Puis raccrocher, là. Bye.